Bienvenue sur Résonance, le podcast Croix-Rouge Compétences, Centre Val de Loire. Imaginez une salle de cours, des apprenants, un formateur, et une question qui plane. Comment faire pour qu'ils accrochent vraiment ? Pas juste qu'ils écoutent, mais qu'ils ressentent, qu'ils retiennent, et surtout, qu'ils aient envie de revenir. Ce n'est pas une utopie, c'est ce qui se passe sur nos campus Croix-Rouge Compétences, en Centre Val de Loire. 3 équipes, 3 paris pédagogiques. Aucune ne savait si ça allait marcher, mais elles ont tenté. Premier pari, des salles transformées, des énigmes dissimulées, un chrono qui tourne, et des apprenants plongés dans un escape game conçu autour d'un seul sujet, le corps humain. Les organes, les fonctions, l'anatomie dans ses moindres détails. Parce qu'on ne révise pas de la même façon quand un coffre ne s'ouvre que si on a la bonne réponse. Deuxième pari. Et si, pour comprendre les processus psychopathologiques, on tombait dans un terrier. Inspiré de l'univers de Lewis Carroll, une expérience narrative a embarqué les étudiants dans un monde où le réel vacille, où les frontières se brouillent, où chaque personnage croisé porte en lui un trouble, une fissure, une vérité clinique. Le cours n'a jamais semblé aussi vivant, et Alice si pédagogique. Troisième pari. Une promotion divisée en deux, une moitié en salle, l'autre derrière un écran, à des kilomètres de là. Comment créer du lien et faire vivre la même expérience, malgré la distance ? La réponse a pris la forme d'un jeu. Un plateau, des règles, des défis, et une même partie jouée ensemble. Nous avons assisté au déploiement de ces 3 projets, et voici ce que nous avons constaté. Des apprenants regardant l'horloge, commençaient à regretter que l'heure soit déjà terminée. Des contenus jugés rébarbatifs sont devenus des défis à relever. Dans cet épisode, nous vous emmenons donc dans les coulisses de ces 3 aventures pédagogiques, avec les doutes, les ajustements et les surprises qui en découlent. Bonne écoute à vous. J'ai essayé de trouver l'ordre avec les images, mais je vois que dalle. C'est un peu les questions qu'on a répondues ce matin sur la moelle épinière. Sur la moelle épinière. Les messages C'est un sensibles. système nerveux qui va jusqu'au cerveau pour faire les mouvements. D'abord l'axe. Moi, c'est Adeline. Je suis chargée de formation à la Croix-Rouge de Chambray-les-Tours depuis environ 3 ans. Et moi, c'est Elisabeth. Je suis également chargée de formation à la Croix-Rouge sur les aides-soignants en apprentissage. Du coup, on est toutes les deux avec Adeline depuis bientôt 3 ans aussi. Alors, l'idée, il est née de vouloir un petit peu développer de nouvelles techniques d'apprentissage auprès de nos apprenants. Parce qu'on remarque que finalement, quand on reste 2-3 heures devant un PowerPoint ou sur des méthodes très classiques, finalement on perd un peu le fil et on perd nos étudiants. Et puis parce que certains ont du mal aussi dans leur apprentissage à retravailler justement un PowerPoint, à retravailler une fiche technique, et qu'on s'est dit qu'à travers le jeu et à travers peut-être quelque chose d'un petit peu plus nouveau et interactif pour eux, ils seraient plus actifs dans l'apprentissage. Et donc concrètement, ce projet, il ressemble à quoi ? Eh bien, déjà, c'est un projet d'équipe, donc entre Elisabeth, moi, Amandine, qui est formatrice auprès des AS en apprentissage, et Delphine, qui est formatrice auprès des AP en apprentissage. Donc déjà, ce projet, c'est un projet de nous 4. L'idée était de monter un escape game, de façon à ce que nos apprenants révisent leur base d'anatomie et de physiologie du corps humain, à travers des salles où ils ont des énigmes à résoudre. Du coup, on a décidé de monter l'escape game en plusieurs énigmes. Il y a au total 6 énigmes qui durent à peu près 1h15 au maximum. Ils ont un temps maximum pour faire les 5 premières, et après, il y a l'épreuve ultime. Et chaque énigme est différente, avec des jeux différents, avec une approche différente, pour que chaque équipe aussi puisse chaque apprenant puisse trouver sa place. Les objectifs pédagogiques, c'est quoi ? Remobiliser les connaissances en anatomie et physiologie du corps humain, travailler en équipe, très important, d'apprendre à collaborer ensemble, de pouvoir échanger en équipe, prendre la bonne décision ensemble, écouter les autres, parce que c'est pas toujours évident. Après, Pouvoir observer aussi, travailler leur capacité d'observation et d'analyse clinique, puisque dans une des épreuves, on a mis un patient fictif avec un enregistrement vocal de sa respiration. Il faut qu'il puisse analyser l'environnement et la situation. Ok, et du coup, c'est plus un jeu coopératif ou compétitif ? les deux.
Les deux, puisque coopérative, puisqu'ils travaillent en équipe, mais on a mis un petit enjeu, puisqu'il y a une notion de temps, et donc moins ils mettent de temps, plus ils ont de points. Et donc il y a une équipe qui a gagné lorsque l'on l'a fait avec nos apprenants, et ils ont eu le droit à une petite récompense offerte par leur formatrice. Quels ont été les retours à chaud des apprenants ? C'est quelque chose qui a plutôt bien marché. Ils ont apprécié. Selon les équipes, c'était pas forcément les mêmes énigmes qui ont été appréciées. Ça leur a permis aussi, pour certains, de prendre confiance en leurs connaissances. Puisque finalement, ce que je disais tout à l'heure, on sort de l'écrit, on sort de quelque chose d'académique. Et finalement, sur une formation qui est en plus très professionnalisante sur l'apprentissage, ça leur permet un petit peu de transférer ce qu'ils font au quotidien sur certaines épreuves. Et à l'inverse, pour d'autres qui sont beaucoup plus... on va dire, entre guillemets, cérébrales et scolaires. Et il y a des énigmes de mots croisés, de questions de connaissances de culture sur l'anatomie. Et du coup, chacun pouvait un peu trouver sa place aussi. D'ailleurs, ça s'est plutôt bien passé en termes de travail en équipe. On voyait que ce n'était pas forcément les mêmes profils selon les épreuves qui ressortaient. On a été surprise de leur coopération. Parce que vraiment, chacun a écouté la parole de l'autre. Il y a quand même des profils différents, des gens beaucoup plus leaders, d'autres beaucoup plus introvertis. Mais les introvertis ont trouvé leur place et les leaders ont laissé la place. Et ça a été vraiment un beau travail d'équipe. Ouais. Vous souhaitez le reconduire l'année prochaine ? Oui. Est-ce qu'il y aura des améliorations prévues, des choses Alors, à chaud, finalement, on n'a pas vu tant de choses que ça améliorer. On avait eu l'occasion de le tester, du coup, avant sur des professionnels lors du GIRAC-FAS aide-soignant ou sur différents professionnels de la Croix-Rouge. Du coup, déjà, on avait pu réajuster certaines choses. Mais là, finalement, à chaud, on n'a pas changé grand-chose, si ce n'est des petites règles, justement, sur la notation des points, sur les temps à partie, etc., de noter plus de choses pour pouvoir départager l'équipe à la fin. Mais sur l'aspect pédagogique, pour le moment, en tout cas, il y a des petites choses techniques qu'il faut améliorer parce qu'on se rend compte qu'en le testant en vrai, problème de PC, un problème de... Voilà, on perd un petit peu de temps sur l'épreuve et de réalisme, on va dire. Mais sinon, sur les objectifs pédagogiques, pour l'instant, on n'a rien à changer. Enfin, ou du moins, on ne les a pas identifiés sur cette promo-là. Oui, tu parles de réalisme. Du coup, c'était où dans les locaux et vous avez veillé à quoi pour que ce soit le plus réaliste possible ? Donc c'était dans l'Hospice IMU. Donc justement, on a veillé à avoir les salles professionnelles, on va dire, pour qu'on reste bien dans le thème professionnel, notamment pour notre énigme où le patient est dans son lit. Donc l'Hospice IMU, ce sont les pièces au -1 de notre établissement qui reproduisent un hôpital, une partie hôpital, une partie domicile. Et donc du coup, on a choisi cet espace parce qu'il nous semblait le plus approprié. Et puis on commence aussi l'escape game en salle immersive, du coup, donc qui permet d'avoir un décor qui avait été du coup co-construit avec Mélanie Ronsin, qui permet d'avoir un décor sur les 3 murs en fait de la salle immersive qui les plonge directement en fait dans l'énigme du patient Biocorp décédé avec don d'organes à la clé et les énigmes à rechercher. Et du coup ils sont directement plongés en fait dans l'escape game et puis ils avaient un plan de l'établissement, du jeu, pour pouvoir se retrouver dans les différentes pièces et retrouver du coup les différents aussi codes visuels qu'on leur avait mis pour pouvoir se retrouver. Le pitch, c'est un patient qui est décédé, c'est le patient 0, qui avait décidé de faire don de ses organes à la science et qui, malheureusement, les organes ont été en partie volés durant la nuit. Donc eux, ils sont une équipe d'agents infiltrés secrets qui doivent retrouver les différents organes à travers les énigmes pour pouvoir reconstituer le corps du patient 0 à la fin. Alors on a fait des groupes de 10 à peine. À peine 10, ouais. 8, 9. Mais idéalement, c'est entre 6 et 8. Ouais, 6 et 8, pas plus. Alors nous, on a la posture d'être plutôt en retrait. Pour le coup, on va avoir une posture, on va dire, de surveillance que tout se passe bien. On n'intervient pas beaucoup dans le jeu, juste au départ, on se met dans la peau justement du directeur du laboratoire qui présente ce qui s'est passé et qui leur donne leur mission. Et après, dans une énigme, on réapparaît, il y en a une de nous qui réapparaît pour pouvoir justement être l'aide à l'énigme, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont réussi l'énigme, on apparaît en leur demandant s'ils ont quelque chose, un message à nous donner, et nous on leur donne la clé à ce moment-là. En fait, l'ensemble des énigmes sont sur des coffres à code, sauf celle-là qui est justement une clé qu'il faut aller rechercher en communiquant à travers la langue des signes la réponse au directeur du laboratoire, justement. Ça vous a donné envie de faire d'autres jeux ? Oui, clairement oui. On a vraiment envie de développer cet aspect-là parce que ça correspond vraiment bien à notre public.
Ils adhèrent vraiment. Je pense que, comme le disait très bien Elisabeth au début, les laisser en classe assis 3 heures, c'est pas possible. On n'arrive pas à les maintenir concentrés, que sur des temps comme ça, ils sont vraiment à 100% et on est convaincus qu'ils apprendront beaucoup mieux sous ce format-là, ou ils remobiliseront mieux les connaissances sous ce format-là. Donc oui, on a vraiment envie de poursuivre. Puis c'est un travail très intéressant au niveau de l'équipe aussi. Monter des projets comme ça motive, ça donne envie, on partage des choses en équipe. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est très intéressant, quoi. Vous avez mis combien de temps pour le monter, ce jeu ? Alors ça s'est fait sur plusieurs mois, mais finalement le speech de départ, ça allait très vite, parce qu'on savait ce qu'on voulait aller travailler et quoi. Donc en fait, c'est pour rejoindre la question précédente, le challenge, il va être de trouver sur quel autre module on peut transférer ça, parce que finalement là, c'est assez facile de jouer sur les connaissances en lien avec l'anatomie. Enfin, c'est hyper vaste, hyper varié et très visuel. Peut-être plus que d'autres modules. Du coup, ça a été vite facile finalement ça. Après, ça a été la construction des différentes énigmes, mais ça, on s'est inspiré de choses qu'on a pu lire sur Internet, qu'on a pu avoir aussi dans nos expériences d'escape game personnelles en fait. Et puis après, ce qui a été le plus long, c'est de trouver le temps justement pour finaliser, mettre en commun chaque énigme qu'on a pu se répartir. Et voilà, ça a été plus l'aspect logistique et construction, on va dire, des images, la plastifieuse, le PC, etc. Plutôt que l'imagination du jeu en lui-même, ça a été assez facile pour le coup. Et on l'a pensé aussi de façon à ce qu'on n'ait pas besoin de trop de ressources, que ce soit quelque chose qui se fasse assez facilement, qu'on n'ait pas besoin de trop de logistique, de technique, parce que pour éviter d'être dépendant de tout le personne et tout le matériel qui va avec. Et donc du coup, ça aussi, c'était important pour nous que ça soit facile à mettre en place et que ça ne nécessite pas de mobiliser trop de monde. Donc tout ça, ça s'est réfléchi. On a réfléchi beaucoup quand on l'a monté à ce que ce soit assez simple. Vous pouvez le redéployer facilement aussi. C'est exactement ça, ouais. Et il est déployable chez les AP aussi. L'idée, c'était de pouvoir mutualiser entre les AS, aides-soignants, et les AP, auxiliaires de puériculture. Et dans l'idée, il serait déployable côté IFSI. IFSI aussi. Après, c'est une question de logistique, je pense, par rapport au nombre qui sont. Mais il serait carrément déployable sur d'autres formations, en fait, je pense. Si vous deviez résumer le jeu en une phrase pour donner envie d'y jouer, ce serait quoi ? On aurait dû la préparer, celle-là. C'est la dernière. Il y a la notion de ludique quand même, parce que ce qui est super intéressant, c'est de voir naviguer, rechercher les salles, s'organiser. Voilà, on sent que la notion de jeu, quoi, elle est hyper présente. C'est pour cette dernière phrase. Jouer. Plonger dans l'univers immersif du patient zéro. Mais après. Ouais, si, c'est peut-être pas mal, ouais. Ah, mais justement, ça intrigue. Ça peut peut-être donner envie d'y aller. Plonger dans... Non. Faut être un peu plus convaincu. Non, parce qu'on ne plonge pas dans son univers, on part à la... Ouais. Sauver le... Mais tu sais, la phrase du notre... C'est sauver le patient zéro... Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Sauver le patient zéro avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi se torturer l'esprit ? Ah, le station 1, le cerveau. Vous pouvez aussi vous aider de ce qu'il y a noté sur les portes. Des fois, ça vous donne des indices sur ce Oui, il y a écrit fonction du système nerveux. Laurence Delchocura, formatrice à l'IFSI de Bourges. Christophe Malacombe, ingénieur pédagogique multimédia sur l'IFSI de Bourges. Premier objectif, c'était d'accompagner les étudiants à la réussite et sur une unité d'enseignement pour lesquelles ils ont pas mal d'appréhension en général. Donc essayer de rendre ça accessible et avec le challenge de proposer quelque chose d'innovant en termes de forme. L'unité d'enseignement 2-6, processus psychopathologique. Alors c'était aussi le challenge qu'on voulait un peu relever avec Christophe, c'est-à-dire que c'est une UE avec des pathologies, des thèmes qui sont très clivants, c'est-à-dire qu'en général, soit les étudiants ont déjà une appétence pour la psychiatrie avec un projet et voilà, et ces étudiants-là, on les emmène assez facilement. Après, ce qu'on cherchait nous aussi, c'était accrocher un peu plus les étudiants pour qui, que ça peut générer de la peur. Il y a aussi toutes les idées préconçues, tous les préjugés sur la psychiatrie. On a aussi un vrai fil rouge de lutter contre la stigmatisation des patients qui ont des troubles psy.
Ça passe aussi par la formation de nos futurs soignants, en espérant qu'ils se rappellent de points clés, d'outils, si j'accueille un patient qui a des troubles psy aux urgences ou en chirurgie ou en médecine, de ne pas le catégoriser, de ne pas le stigmatiser et bien d'essayer de le prendre en charge, d'en prendre en soin dans sa globalité, quoi. On aborde effectivement, alors avec Christophe, on l'a réfléchi en chapitres. Et du coup, par chapitre, on va avoir un chapitre sur la crise suicidaire, on va avoir un chapitre sur la schizophrénie, un chapitre sur les troubles de l'humeur, par exemple. Il y a 6 chapitres en tout. Et l'histoire les emmène à travers ces chapitres. Mais comme je disais, Christophe l'a conçu avec beaucoup de délicatesse. Et notamment dans cette idée d'accrocher et de déstigmatiser, mais essentiellement d'accrocher et de favoriser la réussite de nos étudiants. Dans ce projet-là, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça ? Alors, par rapport justement à l'innovation, j'avais réfléchi un moment sur les formats possibles et comme j'avais fait une veille sur le storytelling, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant justement d'intégrer ça au sein d'une offre de formation. Et par la confiance donc m'a accordé la formatrice, on a pu monter ça de concert et faire justement que le projet puisse devenir réalité. Et ça, c'était justement l'année dernière. On va en parler tout à l'heure, mais on est maintenant sur une V2. Oui, c'est ça, il y a 2 versions en fait. Tout à fait. On a une version dite augmentée à l'heure actuelle, donc l'objectif pédagogique reste le même. On est toujours justement sur la remobilisation de connaissances et l'entraînement en préparation justement de l'examen final. Et par rapport à cette V2, justement, on a rajouté une utilisation de l'environnement, de l'espace. Oui, avec l'idée aussi de favoriser l'implication de l'étudiant, son engagement dans les apprentissages, en passant aussi par l'environnement. Et le storytelling, c'était aussi d'aborder ces contenus d'une autre manière qui puisse aussi la rendre accessible d'une autre manière, en les mettant aussi, en les incluant, puisqu'en fait, ils jouent l'histoire. Par rapport à l'histoire, justement, on a voulu également se dégager de la narration expérientielle telle qu'on peut l'avoir en général. En fait, on est parti sur l'idée d'exploiter en fait l'univers d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, parce que justement, on pensait que ça se prêtait bien aussi au contenu de l'UE et que justement l'imaginaire exacerbé permettait vraiment pour nous aussi de nous simplifier la conception de l'histoire. On pouvait plus facilement, se lâcher sur ce qu'on vous pouvez transmettre comme idée, comme imaginaire, et puis toujours en lien surtout au contenu de l'UE. Parce que c'est quand même primordial d'intégrer, de mélanger cet imaginaire par rapport à la théorie, aux connaissances de l'UE. Avec une histoire que tout le monde connaît finalement, c'était pas non plus une découverte pour les étudiants, à savoir que tout le monde a de près ou de loin... quel que soit, il y a différentes façons de connaître Alice, que ce soit par les livres, les dessins animés, les séries, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils connaissent et qui n'est pas non plus inconnu pour eux. Donc, c'était aussi une façon de les accrocher que de partir d'une histoire connue et réadapter à nos objectifs, quoi. Alors justement, par rapport à ça, c'est là où on a intégré cette version augmentée qui en fait va essayer par l'environnement, par des... c'est ça, c'est les décorations, les objets, l'ambiance. Il y a un petit coin justement où ils peuvent prendre un café, un thé, des boissons fraîches. On prend soin en fait de l'apprenant à ce moment-là pour qu'il puisse utiliser au mieux ce temps qui lui est dédié et s'immerger, comme tu dis, dans l'expérience. Après, Christophe avait aussi bien pensé, même déjà l'année dernière, pour effectivement les étudiants qui auraient moins d'appétence pour la lecture, mais qui puissent quand même utiliser et réviser via le support, en proposant soit le mode histoire, soit de pouvoir faire que les 30 questions, la série de 30 questions, qui est la même qu'on fasse le mode histoire ou qu'on fasse simplement l'entraînement des 30 questions. Et à ce moment-là, en effet, on a mis un petit challenge. On ne fait pas l'histoire, c'est pas un problème, mais au moins, c'est un petit challenge de réussir au moins 80% de bonnes réponses pour pouvoir justement réussir quand même le TD et montrer justement qu'on a bien retenu les éléments importants, quoi.
On a mis en place 2 questionnaires. En fait, un questionnaire à chaud qui est un WooClap de 2 questions toutes simples qui permettent justement de faire ressortir les émotions. En fait, ils vont pouvoir répondre très rapidement et dire comment ils se sont sentis. Et en fait, c'était juste d'ailleurs mettre un émoticône, mais ils ont eu besoin de s'exprimer. C'est-à-dire qu'on a les commentaires associés. Ils avaient vraiment besoin d'expliquer leur ressenti. Donc les retours ont été vraiment très positifs de façon générale. Retour d'ailleurs que l'on peut analyser aussi pour cette version augmentée, toujours aussi positif. Maintenant, comme je vous ai dit, ça c'est l'évaluation à chaud et on a une évaluation à froid qui se met en place un mois après. On aimerait, en tout cas pour cette année, la mettre en place après l'évaluation, de telle manière qu'ils puissent nous dire justement véritablement si ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont exploité lors de l'examen, il y a vraiment une corrélation entre ce qu'ils ont fait lors du TD et les résultats qu'ils ont obtenus à l'examen. J'ajouterais aussi que pour tout ce qui est aspect émotionnel, effectivement, la lecture, on sait que ça peut venir chercher sur le plan des émotions et donc ancrer les connaissances. Et du coup, Christophe a fait très attention quand il a élaboré l'histoire, la façon dont il tournait, il amenait l'histoire de manière à ce qu'à la fois ça suscite pas non plus, parce que les thèmes abordés peuvent être, il y a les troubles addictifs, il y a troubles de l'humeur, la schizophrénie. Enfin, c'est des thèmes qui peuvent être, pas toujours évidents. Et la façon dont il a amené, il a eu une vraie attention portée là-dessus, sur les émotions que ça pouvait susciter, et sans aller jamais trop loin dans l'histoire non plus, et de manière à pouvoir mobiliser des connaissances, mais sans mettre en difficulté non plus l'apprenant. Après, ce qu'on peut observer là, c'est qu'ils se saisissent des 3 environnements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un environnement qui est laissé de côté. Ils n'hésitent pas à bouger, à aller dans d'autres, dans les 3 espaces qu'on leur propose. Donc c'est plutôt, à chaud, c'est déjà ça qu'on peut observer et qui est plutôt satisfaisant pour nous. Et on a pu également se rendre compte qu'à la fin du TD, les étudiants restent dans les environnements, dans les salles, pour prolonger un petit peu l'expérience qu'ils ont vécue. Ce qui donc semble quand même positif. Alors, Frédéric, 1, 2, vert. Est-ce que quelqu'un veut poser les questions à l'équipe adverse? Je veux bien le faire. Faire plaisir. Je veux bien le faire. Oui, bien sûr. C'est la dépression. Non, c'est les... Je suis Aurélie Montoya, donc formatrice et référente pédagogique de la formation DISF première année à l'IFTS de Croix-Rouge Compétences à Chambray-les-Tours. Je vais parler d'un jeu pédagogique sur la thématique des troubles psychiques. Comment est née cette idée? En fait, c'est un cours que je fais en 3 séances depuis plusieurs années, que j'aime bien faire. Ça fait partie des thématiques que j'apprécie et je voulais créer en fait un outil pédagogique ludique pour changer un peu des cours descendants, pouvoir impliquer tout le monde. Voilà. Puisque la particularité, c'est que quand j'ai créé ce jeu, nous avions une formation un peu hybride avec un groupe d'étudiants sur Chambray et un groupe d'étudiants sur Bourges en visio. Et ce jeu, il répond à quel objectif? Eh bien, c'était pour vérifier l'intégration des contenus par rapport aux troubles psychiques, encore une fois de façon ludique. Qu'est-ce qui m'a motivée? Eh bien, peut-être d'autres outils pédagogiques créés par des collègues, des échanges avec toi, Mélanie, sur les possibilités qui s'offraient aux formateurs par rapport aux outils disponibles, que je ne maîtrise pas forcément. J'ai pas créé toute seule, parce que, en fait, moi, j'ai créé les questions. C'est un jeu qui s'inspire du jeu de loi avec des questions. Et c'est toi, Mélanie, qui m'a proposé le support Geniali pour pouvoir l'utiliser en distanciel. Il est projeté sur l'ordinateur, visible à la fois sur Bourges et sur Chambray, avec un système de questions. En fait, les questions, elles sont sur des cartes. C'est moi qui pose les questions. Et puis, il y a un lancement de dés qui se fait aussi sur ordinateur. Donc, ça permettait effectivement de bouger les pions sur la table de jeu qui est projetée sur l'écran. Tout le monde le voit. Et donc, c'est plutôt un jeu collaboratif ou compétitif? Les deux.
Les deux, puisque il y a des équipes, que c'est collaboratif, puisque au sein des équipes, les étudiants doivent prendre un temps de réflexion pour répondre à la question, et également compétitif, puisqu'il y a 3 équipes qui vont essayer d'arriver en premier à la dernière case. J'ai créé plusieurs thématiques en fonction des contenus que j'avais déjà proposés. Donc des cartes sur la schizophrénie, bipolarité, des cartes sur les troubles anxieux, d'autres sur les troubles dépressifs, les troubles des conduites alimentaires et sur les addictions. Des questions soit choix multiples, soit faut répondre vrai faux, et puis des cases sur la table, je sais pas comment on dit, le plateau de jeu, des cartes défis où les étudiants doivent faire deviner un mot, soit en mimant, soit en citant le plus de mots possible, sans prononcer le mot écrit. Voilà, donc ce qui crée un petit challenge. Et pour l'avoir expérimenté, c'est vrai que c'est assez amusant. Les étudiants se prennent au jeu et voilà. Oui, justement, leur retour, eux, à chaud. Et ben voilà, ils étaient plutôt satisfaits de ce jeu qui change du quotidien. Encore une fois, des cours descendants. Donc, où ils se sentent impliqués d'une façon un petit peu différente, avec cette sensation finalement plus de jouer que de... Même si c'est toujours en lien avec des contenus pédagogiques. Alors moi, je l'ai expérimenté en fin de séance, plutôt pour vérifier, voilà. Alors, c'est pas réservé au TISF, c'était créé au départ pour les TISF parce que c'est en lien avec mes cours, donc... Voilà, comme moi je sais ce que je leur ai proposé. Mais il s'avère que ce jeu est emprunté par une collègue du CRFP qui intervient sur des formations continues auprès d'aide à domicile, si je ne me trompe pas. Voilà, avec une formation continue sur les troubles psychiques. Et elle l'utilise un peu différemment, puisque je crois qu'elle n'utilise pas le plateau. Le plateau qui peut être physique, puisque on l'a aussi imprimé et plastifié. Il peut s'utiliser aussi sur l'ordinateur. Donc elle va plutôt utiliser les cartes en début. Tu nous as apporté les cartes, merci. On voit qu'elles sont très colorées. C'était un choix aussi d'ajouter de la couleur dans ce jeu et cette thématique qui n'est pas évidente. Oui, j'ai vu avec toi, Mélanie, puisque c'est au niveau esthétique, c'est quand même toi, voilà, qui a créé ces cartes. Après le plateau, moi j'avais choisi en fait une image, les montres molles, je crois que c'est le titre, de Dali, puisque moi j'avais choisi un peu la thématique des peintres, je trouve des peintres espagnols, avec des petits personnages. On a Picasso, Dali, Frida Kahlo. Voilà. Le monde artistique, puisque voilà, on associe souvent les artistes un petit peu à la folie. Voilà, et puis l'idée, oui, de la couleur pour que ce soit moins, dirais-je, moins triste, plus attractif. Une phrase pour donner envie. Faut venir l'essayer, je crois. Venir l'essayer, le tester. Oui, de passer un moment agréable sur des thématiques qui sont un petit peu particulières, mais je pense qu'ils concernent tout le monde. Ça donne les réponses. Non, pas les dents, parce que... Concertez-vous, on ne veut qu'une réponse. C'est que si... Mais j'ai déjà dit ma part. Concertez-vous en équipe. Non, 2 conséquences. 2 conséquences, madame. La Deux mort, conséquences il en faut un deuxième. possibles de La l'anorexie perte sur la santé. c'est que quand il y a boulimie associée. Nous remercions les porteurs de ces 3 projets d'avoir répondu à nos questions. Ils étaient les mieux placés pour en parler. Ces 3 défis auraient pu rester des souvenirs, des photos floues dans un téléphone ou encore des fichiers rangés dans un dossier. Mais nous avons choisi autre chose. Parce que ce qui a été imaginé, construit et vécu ici, méritait d'être montré, d'inspirer et de durer. C'est pourquoi, pour ces projets et les nombreux autres, nous avons créé un musée interactif, installé dans nos salles immersives au cœur de nos locaux, dédié à mettre à l'honneur ces projets pédagogiques innovants. Un véritable espace où les apprenants d'aujourd'hui croisent les créations de ceux d'hier,
où les formateurs trouvent de quoi rêver leur prochaine séance. Alors, qu'attendez-vous pour vous lancer ? Merci pour votre écoute et à très vite sur Résonance, un podcast réalisé par Mélanie Ronsin et Candy Giffard.